Toyota a gagné le Mans. Voilà, c'est votre mention WEC annuelle. Je suis aux anges parce que ça fait des années qu'on nous raille parce que oui, il faut voir comment est-ce que vous gagnez avec votre Toyota, le PIB d'un petit pays pour foutre une fessée à Glickenhaus. Mais là, on vient juste de gagner au pinacle de ce qu'est la catégorie hypercar. Voilà, excusez du peu. Bon, j'ai pas de mérite, j'ai pas pédalé pour la faire avancer la voiture. Mais je suis content, voilà, c'est tout. Je suis aux anges. Il y aura très certainement un print Toyota GT1 XTR10 quelque part par là. Je sais pas quand. Et aussi, on a eu un GP de Barcelone qui, pour une fois, était pas totalement rompiche. On a eu en amont de ça Gasly qui a récupéré son podium de Monaco, Hamilton qui gagne un GP en rouge et Antonelli en panne. Bref, il y a énormément de choses à dire, donc on va pas trop traîner, mais comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne avec le code Clippy chez Oli Energy pour 10% de réduction. C'est un partenariat commercial. Il y a des nouvelles saveurs qui sortent, grosse emphase sur l'hydratation parce que la Coupe du Monde et les breaks fraîcheurs pour que la Fox mette 50 pubs. Et il y a un truc un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu, mais le nouveau thermoshaker, bougez pas. Le nouveau thermoshaker, il est bleu. Pas en hommage à la Mannschaft du coup, mais à l'équipe de France, qu'on appelle communément les Bleus. Ouais, je sais, vous n'êtes pas tous football ici, je vous apprends des trucs. Et en fait, il y a une emphase qui a été mise là-dessus dans la campagne, c'est-à-dire que au lendemain de chaque match, pour ceux qui auront commandé pour plus de 60 balles, par rapport au nombre de buts que l'équipe de France aura mis, Oli vous offre des produits. Donc 1-0, un cadeau. C'est encore une fois le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Parce que vous, c'est 10% de réduction avec mon code. Moi, c'est 10% de commission. Ça maintient vraiment les lumières allumées, les bols de croquettes remplis. Ça me permet aussi d'acheter de magnifiques chapeaux. Et ça fait que je suis invité à la Japan Expo le mois prochain. Je serai présent du coup le 11 et le 12 au stand Oli. Parce que c'est eux qui m'invitent en fait. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Il est peu probable qu'on organise un meet and greet, mais si vous voulez greet my meet quand même, ça me fait plaisir. Si vous voulez ni gourde ni poudre ou que j'arrête de mettre des chapeaux, ce qui serait très méchant de votre part, vous pouvez aussi utiliser le super fang sur les vidéos YouTube qui, en plus de me donner un pourboire, contribue au référencement de la vidéo. Vous êtes sur téléphone, vous avez le boost qui est totalement gratuit et le fait simplement d'être là, de commenter, de liker, de partager, de me dire en commentaire qu'est-ce qu'il est beau mon putain de chapeau. Eh ben ça aide déjà beaucoup. N'oubliez pas que les temps sont troubles, mettez-vous à l'abri avant de me mettre à l'abri. Et sans plus de salam alek commercial, bienvenue dans Garage Talks. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, je le parodiais en intro, on a eu un podium français. D'abord avec Gasly, puis sur tapis vert Hadjar une fois que les pénalités ont été appliquées au pilote alpine. C'était un gros coup dur pour Gasly qui était en train de célébrer même sur la ligne alors que, je sais pas pourquoi il célébrait parce que ça m'étonnerait qu'il était pas au courant quand même. Mais c'est un double coup dur parce que en plus d'un podium, ce qui est unique à Monaco, c'est unique en son genre, c'est sûrement là le GP le plus important de l'année pour les pilotes alors que pourtant c'est celui qui est le moins méritocratique de l'année aussi. Mais c'est spécial. Mais ça fait aussi doublement mal parce que pour Alpine c'est des points extrêmement importants. Et bah là du coup on peut refaire péter la Marseillaise parce que Gasly P3. On rappelle pour le contexte que l'Alpine avait pris cher en termes de pénal pour les mêmes raisons que tout le monde avec l'histoire de pit lane. La mesure de la vitesse se faisant via deux timing loop, c'est pas mes mots, ceux de la FIA, de boucle de chronométrage. Donc en gros, plutôt que de tap in dans la télémétrie de la voiture en direct pour savoir si cette dernière est bien sous 60 km/h, on établit une vitesse moyenne entre 2 points sur la pit lane. Mais à Monaco, on a un garage de plus que l'an dernier avec Cadillac. La distance entre les deux timing loops était en plus pas bonne, trop courte en fait, ce qui faisait que les pilotes effectivement qui avaient ces pénalités l'avaient que pour genre une fraction de kilomètre-heure. En plus, on avait des pilotes qui attaquaient la pit lane d'une certaine manière qui raccourcissait d'autant plus la distance. Bref, pluie de pénat, la majo purgée en course, parce que la majorité donnée après le premier cycle de pit stop, mais c'est pas le cas de Gasly, qui n'avait rien purgé en course, et c'est ça qui rend la réclamation possible. Quand Alpine a request son droit de revue, j'ai littéralement dit, ils vont rien faire. Chez la FIA, ils vont rien faire, tout au plus, ils vont dire, ah effectivement, on a merdé, bon, on fera mieux la prochaine fois, hein. Allez, sans rancune. Parce que leur donner gain de cause, c'est pas ouvrir une boîte de Pandore, comme disait James Valls, hein. C'est ouvrir la fosse septique et sauter dedans à pieds joints. Et ensuite patauger avec toutes les autres équipes qui vont venir faire « Eh ben moi aussi, je veux récupérer mes points !» Du coup, je suppose qu'Alpine a dû débarquer avec de sacrés arguments, et pour une fois, c'est pas un euphémisme pour dire nibar, et aussi des preuves indiscutables parce que ils ont bel et bien rendu son podium à Gasly, ce qui m'a foutu sur le cul. Moi, j'avais même tweeté, hein, je pensais vraiment qu'ils allaient rien faire. La FIA a effectivement reconnu que les timing loops, qui sont d'ailleurs set up par la FOM. Pour ceux qui savent pas, la FIA, du coup, c'est le côté sportif, c'est ceux qui font les
les règles, hein, c'est ceux qui enforcent aussi les règles. Et la FOM, c'est ceux qui gèrent le côté commercial de la Formule 1. Mais la FOM étant aussi responsable de la logistique, hein, du championnat, le fait de poser les timing loops quelque part, c'est leur responsabilité aussi. Donc ils peuvent parfois influencer de manière sportive, mais je suis sûr que ça se limite là. Bref, ils ont effectivement admis que les timing loops étaient mal placés, ce qui a engendré une pénalité injustifiée. Ergo, on rend sa place à Gasly. Hadjar perd 3 points et un trophée, mais on a déjà des équipes qui veulent contester la décision. On a McLaren notamment qui y pense, Red Bull qui y pense aussi, et on a Williams qui soutient quoi qu'il arrive. Merci James. Bon, le truc vraiment intéressant ici, c'est que les équipes ne peuvent pas récupérer ou faire annuler des pénalités qui ont déjà été purgées. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est faire annuler la décision. Et là, peut-être que je m'avance, mais je les vois pas obtenir gain de cause. Le fait est que ce qui rend la pénale particulier pour Gasly, c'est qu'elle n'était pas purgée. En Formule 1, quand vous prenez une de ces pénales de 5 ou 10 secondes, il est attendu effectivement qu'elle soit purgée au stand, seulement si vous vous arrêtez au stand. Que ce soit pour un aileron pété ou des pneus aussi, vous vous arrêtez au stand. Si vous aviez pas l'intention de vous arrêter, là c'est ce qu'on appelle un stop and go, et c'est autre chose. Dernier stop and go qui me vient en tête, c'est genre en 2021, il y avait Mazepin et Gotifi. 2024, il y avait pas Norris au Qatar. Quelqu'un qui a Google, là, qui l'avait vérifié. Mais comme Gasly avait déjà box, il avait plus d'arrêt prévu, ni même d'arrêt obligatoire, et qu'après il a pas eu à rentrer au stand pour XY raison, il a fini la course, et dans ce cas-là, on lui applique sa pénalité sur son temps de course. Par contre, si vous êtes rentré au stand et vous n'avez pas purgé une pénalité, un peu comme Russell par exemple, là il est prévu que vous ayez un drive-through, c'est-à-dire que vous devez juste rouler dans la voie des stands en fait, ce qui est abominable, hein, en termes de... Vous perdez 20 secondes facilement sur un test. C'est horrible. Du coup, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'on peut pas enlever de pénal à ceux qui les ont purgés, parce que je vois pas comment s'ils commencent à faire des trucs comme ça, on n'a pas fini. Donc le seul truc qu'ils ont dans les mains, c'est faire annuler la décision. Et le truc, genre, même si je dis, ouais, ils s'avancent, à mon avis, c'est impossible, la seule certitude là-dedans, c'est que la FIA est bien emmerdée maintenant. Parce que s'ils ont rendu le podium à Gasly, c'est parce qu'effectivement, il y a une erreur et que la FOM a merdé sur le placement des timing loops. Mais en même temps, en donnant gain de cause à Alpine, ils ont créé un malaise, que ce soit pour George, Oscar ou n'importe qui avait déjà purgé sa péna, parce que eux, du coup, ont purgé des pénas qui ont été révélés maintenant comme injustes. Que le problème de timing loop, il est pas unique à la voiture de Gasly, tu vois. Donc les équipes vont demander rétribution. Mais là encore, tu peux pas exiger une rétribution sportive, parce que les pénas ont déjà été appliqués. On va pas donner moins 5 secondes à la prochaine course, ce serait complètement con. Donc je sais pas, et je suis bien content de pas être dans les bottes de la FIA. Cette semaine ou une autre d'ailleurs. Hamilton s'était déjà imposé en rouge, mais seulement en sprint. Et après 686 jours, après 41 courses, Boog retrouve le succès et le trouve pour la première fois chez Ferrari. Je sais, il y en a plein parmi vous qui êtes aux anges, ça. Je gomme un peu votre déception par rapport à ce qui s'est passé à la Sarthe et au fait que... pas dans le coup cette année. Dommage, je suis fan de Toyota, j'en ai rien à branler. Pour beaucoup, c'est la rédemption, genre une seule victoire, comme 41 GP de disette, dont 30 en rouge. En tout cas, c'est ce que diront les emmerdeurs comme moi. À la vérité, Ferrari a fait un grand pas en avant sur le dernier week-end. Il est encore un peu tôt pour dire si c'est une vraie tendance, mais la voiture va non seulement plus vite, mais aussi a l'air de beaucoup mieux scier au pilotage d'Hamilton. Parce que tout good qu'il est, si la voiture lui convient pas, c'est pas Jésus, il peut pas transformer les Pirelli en Bridgestone. La voiture est pas bonne, elle est pas bonne. La voiture lui convient pas, elle lui convient pas. Formule 1 n'est pas un sport individuel, ça vous le savez, mais il y a un truc qu'il faut vous turbo percer dans le casque. C'est jamais le pilote, c'est jamais la voiture, c'est toujours la somme des deux. Mais bon, là, les matchs chez Ferrari, elles font un peu plus de sens qu'avant. On a un nouveau package d'upgrade qui a marché fort à Barcelone. GPO, pourtant, c'est dur de créer la surprise, hein. C'est pas pour rien qu'il est rompis sur 20, c'est toujours celui qui... on va dire, révèle les meilleures voitures. C'est pas rare qu'on ait des classements en arche de Noé à la fin de ces courses-là. Mais ce qui m'a vraiment surpris, hein, c'est pas le package Ferrari qui marche, hein, c'est qu'ils ont majoritairement gagné à la strat. 3V au miracle, hein, les jeunes. Toyota gagne Le Mans avec de la concu. Ferrari gagne à la strat. Je sais pas ce qui s'est passé ce week-end, hein. Peut-être que Mercure est en rétrograde ou que je suis ascendant Capricorne, mais ce qui est sûr,
c'est que c'est pas tous les jours, donc asseyez-vous, respirez, appliquez des calmez-vous. Après, le rythme aussi d'Hamilton était bon, il suffit pas d'avoir une bonne strat, il faut pouvoir exécuter par-dessus. Et si on peut jaser un peu parce que Russell galérait avec une voiture qui pourtant sur le papier est meilleure, et si on peut jaser un peu parce que l'AVSC s'est assuré de faire une passe D pour une victoire assurée, la victoire était tout de même méritée. Maintenant, la question c'est, est-ce que Boog est vraiment dans le coup, parce que c'est vrai que son début de saison, et surtout depuis le Japon, est très très bon, ou est-ce que c'est situationnel? On peut attribuer ce mieux à plein de petits détails, ça et là, la Ferrari qui n'a pas complètement chié dans la colle cette année avec la voiture, on a le changement d'ingénieur, on a un environnement qui peut-être lui sied mieux aussi parce qu'une bonne communication est maintenant possible avec son ingénieur, et en tant que connard sur internet, je peux vous dire que quand je communique et que des gens comprennent absolument autre chose que ce que j'ai dit, disons-le comme ça, avoir quelqu'un qui comprend et qui écoute, ça change tout à ma vie. Là, on a redonné de l'élan au vieux lion, ça réanime les tifosi qui étaient sous assistance respiratoire, ça a rendu à Lewis l'envie de fight pour son élusif 8e titre. Alors c'est oublier bien vite la menace allemande, de penser que c'est dans la poche et qu'il va aller le chercher, mais on sait que Mercedes est pas invincible. On l'a bien vu, il y a plusieurs équipes motorisées par Merco qui ont eu des soucis de fiabilité flagrants, et si on pouvait penser que c'était peut-être des problèmes d'installation, parce que quand vous êtes équipe cliente, vous n'avez pas le même confort, on va dire, qu'une écurie usine pour placer votre moteur, pour packager votre aéro autour du dit moteur. Mais maintenant on peut douter, parce que George au Canada et Kimi en Espagne, ça fait 2 DNF mécaniques, non pas chez des clients, mais dans l'équipe usine cette fois-ci. Oublions pas non plus que Ferrari a pour objectif de ramener un nouveau moteur en Autriche. Alors, le bail avec la Duo, je vous avais dit que tout était que rumeur dans la dernière vidéo, en tout cas il me semble pas avoir appuyé comme quoi c'était fait, et apparemment il y a des contestations, il y a Red Bull qui aurait logé un protest parce qu'ils estiment pas avoir le meilleur moteur, donc on verra ce qu'il en est, mais mettons qu'ils aient la Duo tel qu'il est, ils auraient un upgrade pour l'Autriche et pour sûr un autre dans l'année. Et même si Charles a pas eu le meilleur week-end et que genre va vraiment falloir qu'il redresse ce tir en Autriche, on sait que quand il a la voiture sous lui, quand il est content de la voiture, il est très bon aussi. Gardez en tête que là maintenant tout de suite, Hamilton est second au championnat du monde. Ferrari accuse peut-être le coup avec 72 points de retard, mais s'ils n'ont pas de problème de panne catastrophique comme c'est le cas pour Merco, qui a fait une croix sur 25 ou 18 points au Canada et qui a fait une croix sur 18 points de plus, ou peut-être même 25 selon Kimi, ici en Espagne. Mon appartement est à Épinal en Espagne, oui bien sûr. Bref, j'ai pas peur de le dire, s'il y a une équipe qui peut nous redynamiser les championnats, c'est Ferrari. Si le package est bon et que Ferrari reste au-dessus de sa stratégie comme ils l'ont fait ce week-end, si Mirko ne reste pas exemplaire, notamment dans le développement, il y a match. Mais après, c'est peu probable que Mercedes soit pas exemplaire sur le développement. C'est d'ailleurs même pas sûr que Ferrari soit exemplaire sur le développement. Et je serais quand même très surpris de voir une inversion de vapeur totale et que ça monte chercher un titre. On sait que Mirko a encore un as dans sa manche et pour l'instant, même si ça peut changer, ils auraient aussi la Duo dans leur manche. Puis aussi, je vais vous dire un truc que les gens vont écouter à moitié, mais Antonelli, c'est pas si simple d'aller le choper là. Parce que le môme, il est fort, il a la voiture, et il a un niveau de confiance que j'ai pas vu depuis Vettel 2013. Si on parle d'Antonelli ce week-end, ça n'a pas été le meilleur week-end du tout pour lui. Dominé sur toutes les séances face à son équipier, parti P3 avec un déficit assez net en termes de temps au tour en qualif, et samedi, ça parlait doucement d'un week-end pour Russell, et d'un Russell même à nouveau dans le coup, qui avait retrouvé son mojo, son groove. Et pourtant en course, c'était pas la même. Si vous pignolez toute la course sur TikTok et que vous regardez juste les résultats, effectivement, vous pouvez penser que c'est un net positif pour George. On peut croire même que c'est le week-end du renouveau. Il a repris 18 points à son équipier quand même. Mais pas 25. Sur un week-end où son équipier finit pas, sur un week-end où Mercedes a toujours la meilleure voiture, ça fait chier quand même. Et rappelons que quand Kimi a cassé, c'est après avoir doublé Russell et lui avoir collé 3 dixièmes à un secteur, puis 8 dixièmes à la fin du tour. Il a immédiatement collé un gap à Russell. Et ce qui est le plus révélateur, c'est les sorties presse. Russell, gommé, nuancé, il l'a échappé belle, il reprend des points, mais il sait qu'à la régulière, il battait pas Kimi. Mais à l'inverse, quand lui avait DNF au Canada, on était beaucoup à penser que de toute façon, Kimi, agressif comme il était, et en ayant tiré des leçons des erreurs du sprint,
sprint, c'était pour lui, la course au Canada. De l'autre côté, Kimi, face à la presse, il sourit. Il relativise, il se dit un peu vide à l'intérieur, ça fait toujours chier quand tu perds des points qui étaient pour toi là. Mais il a aussi dit que s'il avait été devant George à son second relais, il aurait pu être plus proche d'Hamilton à la safety car, ou à la VSC, pardon. Et il pense qu'il aurait pu être plus rapide. Il pense qu'il aurait pu gagner. On saura jamais, bien sûr. Peut-être que c'est folie douce, peut-être que c'est juste de la confiance très mal placée. Mais il vient de DNF sur panne, il a perdu 18 points, et sourire en coin, il nous regarde et il dit « Bon, ouais, je gagnais. » Moi, j'ai envie de le croire, tu vois. J'ai vraiment envie de le croire. D'autant que je pense que Ferrari, même s'il donne matière à être content, donne matière à avoir de l'espoir pour eux, je les vois pas étant autre chose qu'un outsider. Et Russell, ses sorties presse, elles sont soit exécrables, soit déprimées. Le contraste avec comment il se comportait quand il venait d'arriver chez Mercedes et qu'il sentait qu'il était de facto leader parce que Loulou était déprimé et exécrable, il est saisissant. De son côté, Wolff, il se bat les couilles du pseudo-duel qu'il y a eu en piste. Son inquiétude numéro 1, pour l'instant, c'est la fiabilité. Il avoue qu'il est très déçu par ça. Il sait que c'est des points de perdus. Et par conséquent, à Brackley et à Brixworth, c'est l'absolue priorité. Brackley, en Grande-Bretagne, étant le QG de Mercedes AMG F1 Team, et Brixworth étant le QG de Mercedes AMG HPP. C'est là-bas qu'ils font les moteurs. Voilà, surprise, il n'y a que Ferrari qui fait absolument tout dans son pays d'origine. C'est le cas pour aucune autre équipe. Pour en revenir à Russell, il a un point sur lequel il peut taffer, un point qui à mon avis va pas être corrigé, mais je peux soulever la piste quand même. Il y a une différence entre son style de pilotage et celui d'Antonelli. À demi-mot, ce qu'il nous dit, et la dernière fois où j'ai fait la vanne, la voiture est faite pour Kimi, puis après il fallait retenir que en fait les upgrades sied beaucoup plus à Kimi, et que généralement ce qui se passe c'est que les upgrades vont dans la direction de la performance, généralement elles vont dans la direction du pilote le plus rapide. Russell, il a un style de pilotage qui est très smooth, très délicat. Il a tendance à setup pour un peu de sous-virage, exactement comme Hamilton en fait, et sur les 2 dernières générations de voitures, ça marchait très bien. Parce que les pneus étaient un gros facteur limitant et du coup, sacrifier un peu de vitesse d'entrée pour avoir une meilleure sortie et généralement prendre un peu plus soin de tes pneumatiques comme ça, c'était une bonne méta. Parler comme un joueur F1 e-sport. Au niveau où ils sont, les pilotes de Formule 1 versus quelqu'un qui setup pour de la perf pure en survirage comme Max, pour nous, simple mortel, la diff, elle est infinitésimalement petite. Mais c'est des choses qui font un monde de différence sur une course entière. Parce que peut-être que j'ai une connerie, George serait à l'aise avec le setup à max pour aller claquer une pole, il serait peut-être pas à l'aise sur toute une course, et généralement c'est là qu'on fait des gros points. Mais le truc c'est que c'est des trucs qui marchaient super bien avec l'ancienne gêne de bagnole, et même celle avant ça. Avec les voitures qu'on a aujourd'hui, qui peuvent être un petit peu plus joueuses, qui peuvent être un petit peu plus instables sans en buter toute la performance, un style agressif comme celui de Kimi marche mieux. Ça veut dire c'est que grip ou pas, sa confiance dans le sol est la même. Ce que ça veut dire c'est que peu importe que le circuit soit abrasif ou un peu glissant, a généralement tendance à mieux tirer son épingle du jeu, il est plus équilibré. Si vous voulez une vulgarisation, une approximation de ça, c'est un peu le même problème entre Piastri et Norris toute la saison dernière. Oscar excellait sur les pistes abrasives avec beaucoup de grip, Norris tirait son épingle du jeu absolument partout ailleurs. Le vulga de ouf là, on est d'accord. Le problème dans ce genre de situation, c'est que les pilotes changent jamais vraiment de style de pilotage. Ils peuvent s'adapter un petit peu plus, mais généralement ils demandent à la voiture de s'adapter à leur style et pas l'inverse. Je crois que le seul que j'ai vu vraiment changer de style de pilotage et passer de ultra agressif, je charge beaucoup d'énergie dans les pneus à beaucoup plus smooth et délicat, c'est Alonso. Alonso, grand technicien. Peut-être pas ballon d'or tous les ans, mais grand technicien. Et du coup, ce qui va emmerder Russell là, c'est que s'il continue à rouler comme il roule, il va devoir faire comme Loulou. Et il va devoir attendre la prochaine génération de voitures et espérer que non seulement elle lui convienne, mais qu'en plus elle soit performante, celle qu'il a dans les mains. Bon, l'autre génération de voitures qui arrive, ça pourrait être plutôt rapidos parce que déjà à la FIA, ça nous parle d'imposer des V8 hybrides 10% d'hybridation. FISA. Ceci dit, si 2025 nous a bien appris un truc, c'est qu'il faut pas vendre la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord avec le prix. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc attendons le grand air de la diva et observons ça avec attention. Ici sur cette chaîne, abonne-toi, mets la cloche, c'était Clippy Clip. Vous pouvez nous suivre absolument partout, sauf dans la rue. À la Japan Expo, vous pourrez me suivre. Cette fois-ci, c'est garanti. Après, bon, je pense pas que je vais beaucoup bouger du stand au lit. On est sur Twitch, YouTube, Instagram, tous les trucs usuels et habituels. La vidéo sur la quadrologie prend son temps, mais elle arrive, vous en faites pas. Je préfère sortir un truc bien. Si ça doit faire 1 heure, ça fera 1 heure, tant pis. Et voilà, on réfléchit doucement, éventuellement, à lever le pied sur l'actu Formule 1 et peut-être à des
source de financement participatif doucement pour se libérer du temps et pouvoir travailler sur le car. Parce que mine de rien, l'actu Formule 1, c'est pompant en temps et en énergie et j'aimerais beaucoup plus écrire le car là, tu vois, ces derniers temps. Bref, c'était Clippy la Clip qui met son beau chapeau. Bisous.